Se possiamo, prego i signori. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Non tocca certo a me rivolgere il saluto nella forma ufficiale. Quello che mi tocca adesso è innanzitutto un ringraziamento. Io sono emozionato, coinvolto e partecipe, e se posso consentirmi una piccola nota, quasi un accanimento biogeografico sulla mia persona, la scrittura, il libro, quella che è la fatica della parola, mi coinvolge perché ho dentro di me ben 3 mestieri. 3 métiers. Je fais 3 métiers qui sont tous liés à l'écriture. Le bavardage des journaux, la page fixe du livre, et le 3e, auquel je tiens beaucoup, avec une espèce de sentiment de nostalgie. Et je dois dire que ça m'impressionne assez d'être ici pour inaugurer cette conférence, parce que dans le temps, j'étais un bibliothécaire. Dans sa forme la plus participative, c'est-à-dire j'ai ouvert un magasin de livres. J'étais libraire, j'ai ouvert un magasin de livres dans une partie du monde qui n'avait pas de librairie du tout, mais c'était quand même un monde riche de littérature et de grandes pages universelles. J'ai ouvert une librairie en Sicile, au milieu de la région sicilienne, où il n'y avait aucun magasin de livres dans toute la province. Et ça avait été un effort énorme qui m'a impliqué dans mes sentiments, avec une grande passion. Et là où peut-être quelqu'un de mon âge aurait peut-être rêvé d'acheter une Ferrari avec cet argent, moi, j'ai fait le gros effort, avec passion et sentiment, de bâtir vraiment dans le sens technique du terme, c'est-à-dire de bâtir physiquement une librairie. Et c'était un énorme effort parce que ça a été une grosse faillite. Il n'y avait personne qui venait. Et ça a été une faillite totale. Mais cependant, vis-à-vis de ces années, j'ai vraiment un très beau souvenir vis-à-vis de cette librairie qui était déserte et vide, qui offrait des catalogues, qui offrait des ventes. Et je me souviens que quand j'ai bâti cette librairie, il y avait un poster, une photo qui était qui était diffusée à ce moment-là et qui rappelle un peu Falcone et Borsellino, où il y avait Leonardo Sciascia et Gesualdo Bufalini qui étaient photographiés ensemble. Et le texte qui accompagnait cette photo était magnifique. Les Siciliens, pour ne pas travailler, ils ont inventé d'écrire. Et ça a été un texte qui avait apparu à un moment assez polémique, à un moment où une polémique importante était en cours. Et je dois dire que j'en ai tiré un sentiment affectueux, parce que si d'un côté il y avait ces Siciliens qui créaient ce genre de texte et ce genre de photos, et heureusement il y avait les Lombards qui prenaient ces écrivains et qui les faisaient connaître, qui les distribuaient et qui leur permettaient d'être connus dans les places et dans les villes. Donc c'est pour cette raison que je vous remercie. Je vous remercie de cette occasion de m'avoir invité ici à parler de cet objet, de cette pratique qui nous implique et qui nous engage avec toute une série de responsabilités, dont les responsabilités sociales, qui est une responsabilité importante de réunir les peuples, les nations, les langues, les cultures, de faire en sorte que les différentes langues et cultures, les différentes populations se rencontrent, se réunissent. La parole n'est complètement nue. La parole, au début, n'est qu'un son. Et
quand la philosophie devient connaissance, voilà qu'alors la parole est une forme orale. La parole n'est qu'une forme de transmission dans une échelle descendante qui, du maître, descend à l'élève dans la pureté d'un son complètement nu. L'écriture, par contre, et ce moment auquel la parole, qui justement est contournée de cette aure sacrée et secrète, se révèle sous une forme qui est la forme de la vulgarisation. Il y a des images qui nous ont été transmises par les savants. Ce sont les images des maîtres pythagoriens qui réunissaient leurs élèves sur la plage et qui donc, sur le sable de la plage, ils transmettaient leurs apprentissages. Ils enseignaient avec le doigt en leur montrant les passages fondamentaux des théorèmes, des théories, sur le sable, ainsi que tous les fondements de l'essence à travers l'explication qui devait être avant voilée et après elle devait être effacée, quitte à faire en sorte qu'elle soit oubliée, cette explication. La parole est née nue, et quand elle est nue, elle s'approche de la grandeur, elle s'approche des connaissances, et elle se fusionne avec l'essence poétique. La parole est nue, elle est créée, elle est née nue. Et ce n'est que le grand poète, le grand écrivain qui a été capable de passer de l'Europe, d'aller jusqu'à l'Inde, de reconnaître cette reconnaissance de l'origine. Urban disait que la parole est dans l'action même de la poésie, c'est-à-dire dans l'écoute, dans le réveil de notre essence. Et si en 2011, nous nous trouvons face à l'écriture, à travers sa transformation la plus traumatique, nous devons considérer que le passage de la connaissance à l'alphabétisation et donc à l'avoir donné à tout le monde la possibilité d'avoir accès à des signes qui permettent de comprendre et d'entendre, eh bien, ce sont ces mêmes signes, ces mêmes alphabets, cette même écriture qui, tout en voulant dire quelque chose, en réalité, est en train de cacher l'essence du message. Alors là, je voudrais faire une objection poétique. Tous les outils à notre disposition, que ce soit les portables, les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs, présupposent une condition existentielle particulière. Je m'en suis d'autant plus rendu compte maintenant que les journaux ont changé. Il n'y a pas la possibilité de voir ce qui se passe dans nos téléphones portables, dans nos tablettes. Il ne faut pas être à la maison assis, on ne doit pas être assis à l'ombre, on ne doit pas être au lit avec son livre. D'une certaine façon, on cache ce qu'il y a à l'intérieur de ces écrans liquides. La technologie numérique présuppose une nouvelle position du corps. Évidemment, tout ceci n'est pas tout simplement une façon de se plaindre, mais plutôt une façon de reconnaître la beauté du monde ancien, une façon de dire que ce que nous avons en face de nous est en train de changer notre métier, notre perspective. Et l'exemple le plus facile pour moi, c'est celui que j'ai tiré d'un ami, un artiste, un musicien, quelqu'un qui vendait des millions et des millions de disques, qui s'appelait Long Playing dans le temps. Il a vendu des millions et des millions de compact disques, de CD, et à un certain moment, il s'est arrêté. Il ne vend plus rien de tout cela. Les magasins de disques sont déserts maintenant, mais lui, il continue à exercer son art, à exercer sa profession, à avoir un succès à travers des concerts. Il continue de produire sa musique. Ce sont des chansons, ce sont des pages que nous écoutons tous, des pages qui